excusez-moi pour ce petit décalage. Donc, on accueille 3 invités. Chacun d'entre vous peut allumer sa webcam et on va échanger sur le thème de cette seconde table ronde pour des villes biodiversitaires. Donc, c'est le même programme que pour la première table ronde. On est ensemble pour 1 heure environ et on va d'abord demander à chacun des intervenants de faire une courte introduction. Ils pourront ensuite se poser des questions mutuellement et puis après seront autour des participants. On sélectionnera des questions qu'on pourra leur poser. Donc, sentez-vous libre de les poser tout au long de la table ronde. Mathilde et Elie va pouvoir les repérer. Alors, cette seconde thématique, c'est l'autre enjeu auquel nous devons répondre, faire de la ville un territoire accueillant pour la biodiversité. Parce que la réponse aux seuls enjeux du changement climatique, aussi cruciaux soient-ils, ne peut suffire à réparer les liens du vivant. Alors, la question qui prévaut maintenant, et pour cette table ronde, est de savoir comment faire la ville bioclimatique et biodiversitaire. Au passage, je salue Philippe Clergeau, écologue et professeur au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, à qui nous empruntons ce néologisme de ville biodiversitaire. Donc, au cours de cette seconde table ronde, nous allons explorer ensemble comment les arbres et autres plantations peuvent participer au bon fonctionnement et à la qualité des écosystèmes urbains. Et puis, nous verrons aussi qu'une politique de plantation ne peut se passer d'une politique de protection de l'existant et que les stratégies, pour être efficaces, doivent s'appliquer à tous les espaces de la ville. Alors, pour ces éclairages, j'accueille nos 3 experts. Il s'agit d'abord donc d'Annabelle Porté, qui est ingénieure de recherche à INRAE, pardon, et qui est spécialisée en écologie forestière. Ensuite, j'accueille Philippe Jacob, qui est écologue et responsable de la division de la biodiversité à l'Agence d'écologie urbaine de la ville de Paris. Et pour finir, Frédéric Ségur, qui est responsable de l'unité paysage et foresterie urbaine au Grand Lyon et membre du conseil scientifique de Plantécité. Donc, nous allons d'abord commencer par vous, Annabelle. Donc, vous nous apporterez un premier éclairage sur ce qu'on entend par forêt urbaine. Est-ce que c'est un simple oxymore, un ersatz de vraie forêt ou une perspective nouvelle? On vous écoute pour comprendre ce qui caractérise les écosystèmes forestiers urbains et leur contribution possible à la trame verte urbaine. Donc, je vous invite à partager votre écran. On vous suit. Alors, je cherche mon écran. Je pense que c'est celui-là. Est-ce que vous le voyez? Pas encore. Là, c'est bon, ça va venir. Voilà. En mode plein écran? Parfait. C'est bon? C'est bon. Donc, bonjour. Juste pour corriger, je suis ingénieure agronome, mais je suis en fait directrice de recherche à INRAE. Mais aussi, ce que je voulais préciser, aujourd'hui, je vais vous parler écosystème, mais on peut avoir des questions, on le disait tout à l'heure, sur invasion biologique, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur la réponse des plantes à l'environnement, des arbres à l'environnement, leur adaptation dans les critères de sélection en ville, c'est aussi des choses qui nous intéressent. Donc, on pourra discuter différents sujets. Et donc, l'idée, puisque je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, c'était de partir de est-ce qu'on peut envisager des écosystèmes forestiers en milieu urbain. Et donc, pour commencer, c'est une définition simple de qu'est-ce qu'un écosystème forestier. Et en fait, un écosystème, ça va déjà en soi, c'est un système qui va intégrer tout ce qui est vivant et tout ce qui est milieu physique non vivant d'un système et le fonctionnement qu'ils peuvent avoir en interaction. Donc, ça veut dire les arbres pour une forêt, mais les plantes, les animaux, macroscopiques ou microscopiques, le sol, le climat, l'atmosphère, etc. Et pour une forêt, pour définir ce qu'est une forêt, au démarrage, on est lié à des termes qui sont, à des critères qui sont liés à la surface. Vous voyez, 5000 m², donc souvent on n'a pas une continuité de 5000 m² dans une ville, pas toujours. Un couvert arboré de plus de 10% et des espèces d'arbres qui peuvent dépasser 5 mètres. Et dont l'usage premier du territoire n'est pas autre que de la forêt, donc notamment n'est pas agricole et n'est pas urbain. Donc, on commence un peu avec une opposition de concepts. Et pourtant, on parle de forêt urbaine. Et donc, la forêt urbaine, ici, c'est un schéma du plan de la forêt urbaine de Londres. C'est par extension l'ensemble des arbres que vous pouvez trouver sur un territoire urbain, aussi bien dans le domaine public que privé, et sur toutes les formes, alignement, place, plantation de parcs, de jardins, ou jusqu'aux friches ou aux zones boisées. Et donc, pour ce qui va nous intéresser un peu aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut en créer, et notamment avec
la méthode qui est en train de fleurir un peu partout dans nos zones urbaines, qui est l'installation et la plantation de micro-forêts urbaines. Et donc, qu'est-ce que c'est que ces micro-forêts urbaines? Quand on regarde un peu ce que les gens imaginent que ce sera, on a un imaginaire qui est très varié finalement. Certains vont le représenter comme la photo de gauche, comme étant quelque part un parc. Et puis, ça peut aller jusqu'à un peuplement forestier tel qu'on les voit en dehors des zones urbaines, avec une densité, une diversité d'arbres et un couvert assez élevé. Et dans la réalité, quand on regarde qu'est-ce que sont ces micro-forêts urbaines, donc un exemple qui revient souvent, c'est celui-ci, c'est une photographie d'un système qui a été planté en Inde. Et donc, en fait, les critères de ce type de micro-forêt, c'est qu'on plante une forte diversité d'individus, une forte densité d'individus, sur une surface généralement de petite taille, avec une forte diversité spécifique et aussi caractérisée par l'utilisation d'espèces locales. Donc, c'est avec la promesse qu'on va obtenir, ce que vous voyez à droite, donc une forêt une forêt native, autonome, fonctionnelle. Voici ce qui est attendu. Quand on regarde le recul qu'on en a en Europe, donc les plus anciennes plantations sont celles représentées ici. On part d'une terre nue et au bout de quelques années, on a une forme de couvert végétal, au bout de 2 ans dans ce cas-là, sur une zone belge. Et est-ce qu'on peut appeler ça une forêt? Je ne suis pas encore très sûre. Mais ce qu'on en attend aussi de ces micro-forêts, et notamment dans la ville, c'est qu'elles assurent l'ensemble des services que font les forêts en dehors de la ville. Donc, on attend quelque chose qui va pousser très vite, qui va permettre de dépolluer, donc réduire par exemple les particules fines, là c'était sur un site annoncé à 50%, réduire les températures, donc rafraîchir la ville, augmenter la biodiversité de façon considérable, avec un système qui, étant naturel, devient un système sans entretien au bout de quelques années. Donc, l'ensemble des services, j'en ai présenté quelques-uns ici, l'ensemble des services qu'on attend d'une forêt, mais très autonome et très rapide, sans entretien. Et ce qui nous pose question, et notamment à moi en tant que chercheur, c'est que ces services que l'on attend de ces micro-forêts et que l'on annonce comme étant à venir, on n'a pas de recul, on n'a pas d'études chiffrées qui montrent si oui ou non ça va fournir les services que l'on cherche à en obtenir. Par contre, on a de l'étude scientifique sur des services similaires, mais hors de ces micro-forêts, et qui peuvent nous poser question sur la possibilité que ces micro-forêts évoluent vers une forme d'écosystème forestier. Donc ici, c'est illustré sur un exemple où en fait, on voit donc la façon dont on doit examiner ce graphe. Donc, vous avez le développement de l'écosystème forestier, donc qui là se déroule sur 200 ans, et les sortes de camemberts en dessous, c'est l'apparition des différents services écosystémiques lorsque vous reconstituez un écosystème forestier vers un écosystème naturel. Donc, on voit qu'il faut du temps pour faire apparaître les fonctions d'une forêt, les services écosystémiques, et certains apparaissent plus rapidement que d'autres. Et juste pour vous citer un exemple, si vous voulez reconstruire un réseau d'interaction entre le microbiote et les champignons dans le sol, on voit que ces restaurations peuvent mettre jusqu'à 20 ans pour arriver à se créer. Donc, il faut du temps. Ensuite, c'est est-ce que les services, comme ils sont annoncés, vont être si grands en quantité par rapport à ce qui est annoncé? Donc, il n'y a pas non plus d'études toujours sur les Miyawaki et microforêts dans cette étude-là, mais c'est une synthèse sur plusieurs centaines de restaurations végétales dans le monde. Et en fait, ce qu'on voit, c'est sur la graphique de gauche, c'est si vous comparez le milieu restauré à un milieu dégradé
oui, on obtient un gain en biodiversité, en service de régulation donc, du climat, en service de support le, pour l'habitat, par exemple. Par contre, si vous regardez le graphique de droite et que vous comparez ça à l'équivalent ancien et on peut dire naturel de ces écosystèmes qui avaient été dégradés et qui sont restaurés, on voit que l'écosystème restauré, il est toujours en dessous, donc la barre étant rouge en dessous de zéro, il est moins bien que le système initial. Donc, si, mettons, on traduit ça en ville, si on transforme un parking en peuplement ou en couvert végétal, on va y gagner en termes de services. Si on espère qu'on se sera mieux que ce qui se passe en dehors, ça m'étonnerait beaucoup. Une autre question qu'il faut réfléchir sur la plantation de l'arbre en ville et notamment dans ces structures de micro-forêts et que l'on peut déjà tirer des enseignements qu'on a en forêt, c'est que les motifs de plantation doivent être pensés peut-être autant que les espèces que l'on va utiliser dans cette forêt. Et ici, c'est des résultats qui montrent l'impact de la densité de plantation. Donc, ces micro-forêts, elles ont un critère qui est de planter extrêmement dense. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, en forêt, on va pouvoir planter à 2000 individus par hectare. Sur une micro-forêt, on va planter 100 fois plus dense, voire au-delà. Donc ici, c'est une étude qui regardait la densité entre 2500 jusqu'à 225 000 individus par hectare. Et Miyawaki, microforêt, ça va être environ 400 000 à l'hectare. Donc, c'est même encore plus fort que ce qui est présenté là. Et donc, ce que l'on voit sur ces graphiques, en fait, c'est que la densité va augmenter, va faire effectivement pousser vos arbres plus vite, donc ce qui est annoncé et attendu de ces micro-forêts. Donc, on va obtenir des arbres plus hauts, plus rapidement. Par contre, ce qui n'est pas forcément indiqué de l'effet de la densité, c'est qu'effectivement, on a des arbres plus hauts, mais on a des arbres avec un diamètre plus petit. Et ce que j'ai schématisé avec ces deux dessins d'arbres, vous avez un arbre qui peut être avec un diamètre plus gros et davantage de branches quand vous avez une densité plus faible. Et le fait d'augmenter cette densité, on va obtenir plutôt l'arbre de droite, qui va être quelque chose de beaucoup plus élancé, plus petit en diamètre, avec moins de branches. Et moins de branches veut dire moins de surface foliaire. Et on peut du coup se poser la question de cette structuration qui va impacter les surfaces d'échange. Et les surfaces d'échange, c'est essentiellement par là que les arbres en ville vont fixer le carbone, vont évaporer, rafraîchir, vont faire de l'ombre portée qui va rafraîchir, vont dépolluer en fixant les particules. Donc, se pose la question de savoir quelle est la structuration de plantation qui pourra assurer ces services-là. Et le dernier exemple, non, je l'avais supprimé puisque je me disais que j'avais plus le temps. Donc, la conclusion de ça, c'était de se dire que oui, il faut penser à augmenter l'arbre en ville, mais il faut aussi penser à la structure de l'arbre en ville par rapport aux services écosystémiques qu'on en attend. Et donc, ces micro-forêts sont peut-être un élément de la plantation de l'arbre en ville, mais devraient aussi être d'une part étudiées et d'autre part pas considérées comme la réponse à tous les services tels qu'elles peuvent être présentées, mais une méthode parmi d'autres méthodes pour pouvoir déterminer quelle est la structure de plantation qui permettra d'approcher la forêt urbaine, de la rapprocher d'un écosystème forestier. Donc, je vais m'arrêter là et puis on discutera après de tous les sujets qui pourront vous intéresser suite à l'intervention de mes deux partenaires de table ronde. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Annabelle. Alors, Philippe Jacob, donc avec vos collègues de la division de la biodiversité, vous produisez des connaissances naturalistes et un diagnostic écologique du territoire parisien. Est-ce que vous pouvez nous dire comment cette connaissance est utilisée dans vos documents cadres, les plans biodiversité, bientôt le plan arbre, et puis le futur plan bioclimatique? Nous vous écoutons. Est-ce que vous m'entendez? Très bien.
Parce que ouais, j'ai une coupure de réseau juste avant. Donc, Bon, tout va bien, c'est ouais, rétabli. oui, c'est rétabli. Vous voyez mon écran? Oui, vous pouvez le Cool. mettre en diaporama, en mode diaporama. Ouais. Voilà, oui, ouf. Bon. Donc, oui, effectivement, on voit bien qu'on est dans un sujet d'actualité, que toutes les collectivités territoriales en ce moment en France sont en train de réfléchir sur le sujet. On l'a bien vu pas plus tard qu'une semaine au Congrès mondial de la nature, que c'est un vrai sujet de voir comment protéger l'arbre, comment protéger les arbres, et puis effectivement comment aller vers des forêts, des micro-forêts, en tout cas quand on touche à l'urbain, vers des micro-forêts de qualité, comme Annabelle Porté vient de parler. Donc, nous, Ville de Paris, ça fait un petit moment, enfin, comme d'autres collectivités, bien entendu, au travers de stratégies biodiversité ou plans biodiversité, qu'on a placé l'arbre au cœur de nos politiques. Hein, Christiane Najewski en a parlé tout à l'heure. Le deuxième plan biodiversité de la ville, donc, qui parle des travailleurs en train bleu, de la végétalisation de la ville, les espèces régionales, hein, dont on voit que c'est un sujet qu'on a déjà abordé. Et puis, c'est renforcer la place des arbres dans la biodiversité parisienne. Et on va dire cette action votée en 2018 va aboutir au plan arbre qui va être un des enjeux là, présentés au Conseil de Paris au mois d'octobre. Donc, on voit bien qu'on est au cœur de cette problématique de l'arbre, de la protection. Pour nous, écologues, bien entendu, les arbres font partie de la biodiversité. Hein, j'ai vu dans le chat aussi se poser des questions sur les espèces exotiques envahissantes, et quid des insectes et d'autres animaux. Donc, on voit bien que quand on parle d'arbres, de biodiversité ou de trame verte, comme ça vient d'être dit, qu'on est au cœur d'un système vivant, que la ville a son rôle à jouer pour la biodiversité. Et nous, bien sûr, on comptabilise les arbres comme les autres espèces végétales ou animales qui peuvent vivre dessus, quoi. Donc là, je ne reviens pas sur ce sujet-là, on l'a vu, quand on parle de l'arbre, on a la croisée entre les plans climat, air, énergie, les plans biodiversité et puis la santé des habitants des urbains, notamment par rapport au changement climatique. Donc je ne reviens pas sur le sujet. Mais effectivement, on voit bien que l'arbre, dans notre imaginaire, c'est bien montré, c'est l'arbre totem, l'arbre en tant que tel. Et c'est vrai que pour nous, écologues, en plus de tout ce qui a été dit ce matin, l'arbre, c'est un être vivant, c'est un arbre, c'est un être vivant qui, dans le houppier, a un certain nombre d'insectes, d'oiseaux, de chauves-souris et autres écureuils, donc tous protégés les uns que les autres. Le tronc en tant que tel, c'est aussi un support de biodiversité, hein, insectes, arthropodes divers et variés. Et puis, on parlait aussi de la terre, la trame brune, dans le sol, donc au travers des racines, du système racinaire, et puis tout le sol dont on voit que ça met très longtemps à revenir à un état de service complet. Et puis l'arbre, effectivement, il peut être, et ça va aussi un enjeu en ville, il peut être creux, il peut abriter un certain nombre d'animaux, dont certains protégés comme les chauves-souris. Donc, nous, dans nos politiques, il faut absolument protéger l'arbre en tant que tel. C'est un grand sujet de discussion. Hein. On a des réunions pas plus tard qu'hier en disant comment identifier l'arbre, comment identifier un arbre remarquable en ville. Qu'est-ce qu'un arbre remarquable aussi, comment le protéger dans le domaine public ou privé. Et c'est déjà donc l'animal totem en tant que tel. Donc, il faut protéger les arbres en tant qu'individu du patrimoine naturel de la ville. Mais bien entendu, quand on travaille sur l'écologie, pour nous, le grand sujet, c'est les trames vertes. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui, notamment des PLUI. C'est identifier les massifs arborés, les forêts, les bois, les boisements riches qui sont entourés de clairières, qui sont entourés d'autres sous-trames, quand je vais parler. Et puis, c'est bien sûr que tous ces arbres soient quand même, on le voit bien dans nos stratégies, sur le fil conducteur d'un certain nombre de trames vertes, on voit que l'arbre est toujours totem et est toujours omniprésent dans nos trames vertes et brunes. C'est pour ça que, notamment, suite aux lois Grenelle, quand on a demandé aux régions de travailler sur les trames vertes et bleues, que Paris a dit, nous, on a notre rôle à jouer aussi. Et on voit bien en filigrane que quand on parle de nos trames vertes, hein, je ne parle pas de la Seine et des canaux de nos sujets, quoique, mais que tous nos trames vertes sont toujours infodées à la présence de l'arbre, parce que c'est celui qui va demander, c'est le climax, hein, c'est l'arbre en totem, comme je viens de le dire, et c'est l'arbre qui doit apporter derrière lui la pleine terre de la plantation, de l'ingénierie, et derrière, on espère qu'on pourra avoir d'autres sous-trames. Donc, en 2013, on avait travaillé sur les SRCE, schémas régionaux de cohérence écologique.
ces sujets ont été distillés dans un certain nombre d'autres documents réglementaires et on a pu le voir aboutir, ce schéma, on va dire, dans le PLU en 2016, lors d'une révision, dans une OAP qui s'appelait OAP Cohérence écologique, qui était pour nous une victoire, puisque c'était quand même l'aboutissement de quasiment 10 ans de travail d'identification des trames vertes, trames bleues, avec des flèches, des cartes à des flèches. Et on s'est rendu compte assez vite que, comme c'était juste du porter à connaissance, que derrière, c'était très intéressant, mais que ça ne suffisait pas pour protéger, pour développer la nature en ville et surtout la biodiversité. Donc on est reparti, hein, on est reparti avec la division la biodiversité et les experts à identifier, non pas que la nature en ville soit différente de la nature, on va dire, sauvage ailleurs, mais on est toujours obligé d'adapter les outils. Donc on a identifié les sous-trames et donc on voit bien que là, les arbres font partie d'une, enfin, on va dire simplement d'une sous-trame, un sous-trame arboré, mais que derrière, il faut absolument parler de la sous-trame arbustive, parce que ça va apporter d'autres services écologiques dans la ville. La sous-trame herbacée, toutes les plantations, un arbre va devoir vivre qu'à partir du moment où au pied, il y a une terre, il y a la terre, du sol, et des animaux qui vont pouvoir lui apporter tous les éléments qu'il faut. Et puis, on va dire aussi la sous-trame minérale, bien entendu. Donc ça, c'est tout le travail que l'on a fait ces dernières années, qui est aujourd'hui, on va dire, on l'a mis en image, on le diffuse auprès de tous les urbanistes, tous les différents services de la ville et les architectes, on parlait des architectes bâtiments de France aussi tout à l'heure, pour en mettre une carte diagnostique, une parcelle diagnostique, donc pour montrer que les trames vertes, trames bleues devaient être protégées à Paris, ou en milieu urbain dense, hein, comme d'autres collectivités, identifier les zones qui sont importantes, et puis on va dire aussi identifier les endroits où il faudrait développer des trames vertes et trames bleues, on va dire, en tant que telles. Et c'est ça l'enjeu que l'on a aujourd'hui, c'est ça l'enjeu qui est partagé, et plus il y aura de partage entre les collectivités et les différents intervenants présents dans ces assises, c'est savoir un peu comment qualifier les arbres, comment qualifier la biodiversité, pour l'inclure dans des documents, dans les PLU, dans le PLU bioclimatique que la ville de Paris, sur lequel la ville de Paris travaille, mais comme d'autres collectivités au travers des PLUI, c'est-à-dire qu'il faut distiller des notions de trame verte, trame bleue, d'écologie dans les plans d'urbanisme, donc on va dire des intentions politiques. Et nous, aujourd'hui, on en est dans distiller de la biodiversité, des trames vertes, des arbres, des plantations d'arbres de qualité dans le règlement du PLU. Donc, protéger des arbres, déjà, c'est un sujet. Et développer, identifier des trames vertes de qualité pour que la ville soit résiliente à tous les enjeux environnementaux, mais aussi celui de la biodiversité, ce qui n'est pas une mince affaire. Et puis, on verra en 2023, quand l'enquête d'utilité publique arrivera à son terme. Mais on voit bien que c'est un sujet, hein, c'est l'arbre totem en tant que tel, il est bien compris, on va dire, on commence à pouvoir le développer, mais quand on parle de biodiversité, on est dans un autre système. Et c'est là où les enjeux de demain et que toutes les collectivités en France sont en train de travailler aujourd'hui. Donc, c'est ça que je voulais porter à votre connaissance aujourd'hui. Et c'est le travail du PLU bioclimatique, donc on entend biodiversité et climatique, les deux enjeux. Très bien, merci Philippe. Nous allons désormais changer d'angle et puis questionner le rôle de la canopée urbaine dans la construction de la trame verte. Alors pour cela, je demande à Frédéric Ségur d'ouvrir sa caméra. Je vais passer le diaporama à votre place. On vous laisse nous expliquer d'abord ce qu'est la canopée et puis l'importance d'une action sur tous les espaces du territoire, en particulier au Grand Lyon, pour la développer. Alors, je partage le diaporama. Alors, bonjour à tous. Alors, désolé, j'ai quelques petits soucis techniques. Mon ordinateur est mort ce matin et je dois essayer de trouver des outils de substitution. Donc, je vais vous parler un petit peu du plan canopée de la métropole et des réflexions qui sont faites autour de ces deux questions, effectivement, de l'adaptation de la ville au changement climatique. Mais le revers, c'est également effectivement la question de l'adaptation et la transition écologique qu'on peut envisager avec la renaturation de la ville. Je peux passer la suivante. La métropole de Lyon a commencé depuis maintenant une trentaine d'années à travailler de manière spécifique sur la question de la place de l'arbre dans la ville, notamment au travers de plusieurs chartes de l'arbre qui ont permis de créer des réseaux d'acteurs sur le territoire et d'encadrer un certain nombre d'actions
à la fois de développement de plantations urbaines, mais aussi de recherche et développement pour améliorer un petit peu nos connaissances et nos pratiques. Et il y a maintenant 3 ans, face à l'urgence climatique, on a décidé d'hybrider la charte de l'arbre et le plan climat autour de l'objectif d'adapter la ville au changement climatique. Et c'est de là qu'est né le plan Canopé. Le plan Canopé, il répond à une urgence et il est plutôt sur des logiques opérationnelles. Autant la charte de l'arbre était plutôt sur des questions d'éthique et de création d'un réseau d'acteurs au niveau du territoire, le plan Canopé, il se veut résolument tourné vers des objectifs opérationnels d'adaptation de la ville au changement climatique. Il porte aussi sur les questions de biodiversité, mais ce n'était pas sa première finalité. Alors, si tu peux passer la suivante. Pour cela, depuis l'arrivée de la nouvelle équipe politique à la métropole de Lyon, le plan Canopé devient effectivement un élément d'une stratégie un peu plus ambitieuse qu'on appelle le plan nature. Non, tu peux rester sur la précédente. Le plan nature, en fait, c'est à la fois le plan Canopé repris justement sur cette stratégie de renaturation de la ville. Il intègre également la stratégie Trame verte et bleue de la métropole. Et puis, on ne le voit pas puisque vous ne voyez peut-être pas sur la droite, un plan pollinisateur qui est une action spécifique qui a été initiée pour lutter contre l'érosion, notamment de la biodiversité des pollinisateurs. Donc, tout ça, ça forme une action globale qui a pour but de travailler sur l'intensification de la végétalisation et de la renaturation de la ville autour d'objectifs à la fois climatiques et de lutte contre l'érosion de la biodiversité. Alors, la suivante. Alors, le plan Canopé, c'est vrai que la canopée fait référence à la partie fonctionnelle et feuillée des arbres, puisque la définition de la canopée, c'est la somme des pieds d'une forêt qu'on qualifie effectivement de canopée. Mais dans la même logique que la foresterie urbaine dont on parlait tout à l'heure, l'arbre, c'est un petit peu l'élément totem qui est mis en avant. Mais quand on parle de développer la forêt urbaine, quand on parle de développer la canopée, on parle en fait de renaturer la ville et d'introduire toutes les strates végétales et toutes les formes végétales sur les espaces publics et privés, comme sur les bâtiments. Et donc, ce n'est pas uniquement d'arbres qu'il s'agit, mais il s'agit également d'arbustes, de plantes tapissantes. Il s'agit d'accueillir une faune, il s'agit d'avoir des sols vivants. C'est tout ça qui est derrière le développement de la canopée. L'arbre, c'est un petit peu l'élément mis en avant par sa force symbolique, mais ce n'est pas le seul. L'autre élément important à noter, c'est que ces stratégies, elles doivent s'appliquer à toutes les échelles. C'est-à-dire qu'elles doivent permettre d'avoir des réflexions à l'échelle du SCOT, le schéma de cohérence territoriale, se décliner de manière opérationnelle dans les PLU, mais aussi pouvoir atterrir à l'échelle microscopique, parce qu'à la manière d'un tableau en mode pointilliste, c'est la somme de toutes petites et de multiples petites opérations qui permet d'envisager en cumul d'avoir un changement et un changement qui est à la hauteur des enjeux de transition que l'on connaît. Pour cela, il faut mobiliser très largement. Et l'arbre que vous voyez à droite montre l'interface de la réflexion canopée avec toute une série de fonctions liées à l'homme, liées à son environnement, liées à des valeurs, liées à des métiers. Et l'idée, effectivement, c'est de faire résonner cette ambition de renaturation et de développement de la canopée avec tous les métiers et toutes les actions qui sont menées en ville, que ce soit sur des enjeux de santé, de mobilité, de gestion de l'eau, de propreté, d'urbanisme, de loisirs, etc. Parce qu'il faut être en capacité de mobiliser des acteurs qui sont au-delà de la filière classiquement prise en compte des paysagistes ou des écologues. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans la sensibilisation et dans la mobilisation des acteurs. C'est un des enjeux du plan Canopé, de travailler sur ce décloisonnement et cette approche pluridisciplinaire et transmétier. La suivante, s'il te plaît, Caroline.
La stratégie du plan Canopé, elle s'est basée sur un travail relativement complet et fin sur la mesure de cette canopée qui a été faite à partir de photos à l'interprétation. Donc, on en voit la synthèse à l'échelle des 59 communes de la métropole. Et en haut à droite, vous voyez effectivement un détail sur un morceau d'une commune, puisqu'effectivement, on peut étudier à différentes échelles. Il faut travailler à toutes les échelles sur ces questions-là. Moi, je vais rester sur la carte globale parce qu'elle est assez intéressante en termes d'informations. D'abord, elle nous donne quelques chiffres. 27% du territoire, soit 14 500 hectares de surface couverte par la forêt urbaine, c'est-à-dire l'ensemble des arbres du territoire, qu'ils soient sur des domaines publics ou privés, que ce soit un arbre isolé dans un jardin ou des arbres de parc ou d'un boisement naturel ou des alignements, c'est l'ensemble des arbres qui est compté dans cette analyse. Ça représente à peu près 2 à 3 millions d'arbres à l'échelle du territoire. Ce qu'on a vu avec cette analyse, c'est qu'il y avait deux principaux problèmes. Le premier, c'est qu'il y a une très forte hétérogénéité de la répartition de cette canopée sur le territoire et que cette hétérogénéité se couple avec d'autres problèmes. Si on regardait la carte des îlots de chaleur, on s'aperçoit que c'est le négatif presque absolu de la carte de répartition de la canopée. Et ça a toute une série d'autres répercussions, à la fois sanitaires, sociales, environnementales, que l'on prend en compte et qui posent la question de l'équité environnementale d'un territoire. Donc, travailler sur la résorption de cette fracture territoriale de la canopée, c'est aussi travailler sur des enjeux sociaux, des enjeux sanitaires qui vont au-delà de simples questions esthétiques. L'autre élément qui a été aussi un déclencheur de notre réflexion, c'est de prendre en compte que finalement 70% de cette canopée est située sur du domaine privé. Finalement, nous, Métropole de Lyon, on maîtrise sur nos propres domaines, nos espaces publics, nos parcs, nos petits bouts de forêt, nos propriétés, à peu près 10% de la canopée du territoire. Les 59 communes avec leurs espaces verts, c'est à peu près 10%. Et les autres acteurs publics, bailleurs sociaux, hôpitaux, etc., c'est à peu près 10% également. Donc 70%, c'est du domaine privé. Et le potentiel de développement de la forêt urbaine, il est également majoritairement situé sur le domaine privé. Donc, ça nous montre effectivement qu'il faut qu'on change un petit peu de mode de faire. Ce n'est pas uniquement en travaillant sur la renaturation de nos espaces qu'on arrivera à gérer cette transition, puisque les enjeux climatiques, comme les enjeux de biodiversité, mais comme les questions de paysage aussi, c'est des enjeux de territoire et pas simplement de domaine. Et donc, un des enjeux du plan Canopé, l'objectif qu'on s'est fixé, ce serait d'atteindre 30% de surface de canopée en 2030. L'idée, c'est véritablement de mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire, pas uniquement les acteurs publics, pour être en capacité de mener cet enjeu. Je parlais de pointillisme tout à l'heure, en multipliant des petites actions qui, à la sortie, pourront peut-être avoir des résultats qui seront significatifs à l'échelle du territoire. Alors, la suivante, et je vais essayer d'accélérer. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le plan Canopé, il accompagne effectivement la question effectivement de l'évolution de la végétalisation des voiries, des espaces publics, sujet sur lequel la métropole travaille historiquement, en intégrant cette question de la diversification des essences, de l'évolution des palettes végétales, de l'évolution aussi des formes de plantation pour être plus résilientes. Ça s'accompagne aussi de stratégies de création de forêts urbaines, alors au sens qu'Annabelle a donné, c'est-à-dire des surfaces de plus de 5000 m², ou de bosquets, parce que les microforêts ont un vocabulaire. On parle de bosquets quand on est sur des petites surfaces. On pourrait utiliser ce mot plutôt que d'induire peut-être une confusion avec les microforêts. Là aussi, cette question effectivement de création de forêts, c'est important, notamment par rapport à ce rééquilibre de l'offre d'espaces de nature sur la métropole. Et c'est lié aussi à la stratégie de trame verte et bleue, puisque cette création de forêt peut aussi permettre de consolider des corridors écologiques. Où on essaye d'aller un petit peu plus loin avec cette stratégie, c'est que
on souhaite accompagner par du conseil, mais aussi par de l'aide en termes d'incitation financière, des projets des particuliers et notamment des copropriétés et des bailleurs sociaux pour intensifier la plantation et la transition écologique des jardins des copropriétés vers une gestion plus différenciée, plus écologique et trouver des opportunités de développer à la fois les surfaces naturelles, les surfaces désimperméabilisées et les surfaces ombragées. On travaille aussi sur l'accompagnement des acteurs entreprises. Les entreprises ont également un foncier qui est souvent délaissé et qui pourrait être également des pistes intéressantes pour le développement de la canopée et de continuité écologique. Ça aussi, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup actuellement. Et puis, une des explications sur le déséquilibre sur l'Est lyonnais de la canopée, c'est le fait qu'on a des grands terrains en agriculture céréalière intensive, et avec les remembrements, les haies et les bocages ont disparu. Et donc, on essaye, ce qui explique d'ailleurs en partie le faible taux de la canopée. Et pour des questions à la fois climatiques, paysagères et écologiques, on essaye aussi de voir si on peut agir sur la mise en place de projets d'agroforesterie par rapport à ces espaces. Vous voyez effectivement que le champ d'action est très large et qui dépasse largement le simple verdissement des espaces publics de la métropole. La dernière, s'il te plaît. Et bien sûr, et ça intéressera Plantécité au premier chef, ces stratégies, le plan nature, le plan canopée, s'appuient sur une ambition de travailler sur l'acquisition de connaissances, sur l'expérimentation, sur l'innovation, autour de grands thèmes. Le premier, qui est vraiment d'actualité avec la stratégie du ZAN, zéro artificialisation nette du territoire, qui est la fabrication de substrats de plantation qui ne sont pas des terres naturelles issues de la destruction de milieux agricoles ou milieux naturels. Donc ça, c'est un travail qui évolue. On parle aujourd'hui de Ternatex, c'est-à-dire de terres naturelles issues de l'économie circulaire. Et on travaille notamment sur la création de substrats qui pourront remplacer les terres végétales pour réaliser cette renaturation de la ville. L'eau comme ressource, avec le projet Ville perméable, qui est un petit peu le pendant du plan canopée sur la question de l'adaptation de la ville au changement climatique. Et là, notamment dans le cadre d'un programme LIFE artisan, on a pas mal d'expérimentations sur la récupération de l'eau pour faciliter la renaturation de la ville. On travaille également, et c'est notamment, il y a eu un certain nombre de mesures et de recherches qu'on pourra partager avec les autres. On espère faire une publication d'ici la fin de l'année sur le potentiel rafraîchissant des projets urbains, notamment des différentes strates végétales et de l'apport d'eau en irrigation pour le développement d'une fraîcheur accrue en période de canicule. Un autre élément sur lequel on travaille, c'est l'évolution de la forme que doivent avoir les plantations. Les plantations urbaines sont très marquées, et nos collègues urbanistes et architectes des monuments historiques sont très marqués par 4 siècles de tradition de plantation régulière, d'alignement et de plantation monospécifique. C'est aussi le cas des forêts. On a beaucoup de forêts qui sont beaucoup trop monospécifiques. Et on s'aperçoit que pour avoir des structures résilientes à la fois aux tempêtes ou aux enjeux sanitaires, il faudrait avoir des forêts qui ressemblent beaucoup plus à des structures jardinées qu'à des structures régulières. Et donc, ça implique peut-être de concevoir des espaces et des plantations sur des modèles complètement différents. Donc, c'est un véritable sujet de recherche également. Et puis, bien sûr, l'adaptation des palettes végétales, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis assez longtemps, puisqu'on a fait beaucoup de tests de nouvelles espèces. Et on est en train de terminer un tableau d'analyse de 350 espèces d'arbres pour voir effectivement à la fois leurs conditions d'utilisation et puis leur capacité d'adaptation par rapport au retour d'expérience que l'on a pu avoir des techniciens de la métropole.
L'idée, c'est de dire il n'y a pas un bon arbre ou un mauvais arbre. Il faut sortir de l'idée qu'il y a un arbre parfait pour toutes les situations. Sinon, on risque de retomber dans la monoculture de l'orme ou du platane et retomber dans les problèmes de dépérissement massif. Et donc, il faut voir effectivement quelles sont les conditions d'utilisation. Il y a des arbres qui sont intéressants dans certaines situations, mais pas dans d'autres. Donc, il faut être en capacité, plutôt que de dire cette espèce elle est adaptée ou pas, de définir ses conditions d'utilisation pour pouvoir l'utiliser à bon escient pour avoir des bons résultats. Donc, c'est ça la finesse du travail qui est à faire. Et après, quand on parle d'essence, on oublie un autre élément qui est la notion des écotypes, c'est-à-dire que dans la nature, une espèce, elle n'a pas un fonctionnement complètement homogène. Elle s'est également adaptée à des conditions de sol et de climat différents en créant des écotypes. Et sur les arbres, il faudrait qu'on soit en capacité, notamment pour la production et pour leur utilisation, d'approcher effectivement cette question de l'écotype dans le choix des provenances. C'est un sujet qui est déjà travaillé par les pépinières forestières, mais qui reste peut-être un vrai sujet à développer avec les pépinières d'ornement. Voilà, je m'arrête là, j'ai été peut-être un peu bavard. Très bien, merci beaucoup Frédéric, merci à tous les trois. Alors peut-être qu'en vous écoutant, vous avez eu des questions qui vous sont venues et que vous souhaiteriez déjà vous poser. Est-ce qu'Annabelle, vous avez des questions à poser à Philippe Jacob ou à Frédéric Ségur? Oui, je pense que j'ai une question à Frédéric Ségur qui probablement reprend des questions du chat aussi. C'était cette idée de comment arriver à toucher le privé, puisqu'on est d'accord, une grande part de la forêt urbaine, elle est dans le privé. Donc, vous avez mentionné des aides ou du conseil à la plantation, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a la législation sur le PLU? Enfin, moi, c'est des choses que j'ai pu entendre. Comment? Ben, je pense qu'il y a énormément de choses. Il y a d'abord un travail de pédagogie à faire. On n'a pas eu de chance avec le Covid, mais on avait fait l'année dernière une grande exposition qui s'appelait La Ville-Forêt et qui était destinée au grand public pour montrer effectivement que si on veut aller vers une transformation du territoire, il faut que chacun se sente concerné. Donc le travail de pédagogie avec les associations, avec différents moyens d'animation, c'est quelque chose d'essentiel. Et je crois que la question, notamment climatique, est une question qui concerne énormément les gens. Les gens se sentent concernés parce qu'ils vivent dans leur chair les canicules estivales et les problèmes d'îlots de chaleur. Et par rapport à cette entrée, c'est ça qui nous a intéressé peut-être dans cette association Plan Canopé avec l'adaptation de la ville au changement climatique, parce qu'on a une porte d'entrée qui permet de sensibiliser les gens beaucoup plus que si on leur parle de botanique ou si on leur parle de petites espèces menacées. Et peut-être effectivement que cette approche par qu'est-ce qu'on peut faire pour se sauver et transformer notre territoire par ces actions, ça passe effectivement par cette question de la lutte contre le changement climatique et les îlots de chaleur. Donc ça, Merci. c'est la première action. Et après, effectivement, il faut travailler sur les aspects juridiques. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Pourquoi la personne qui a des arbres classés en EBC a toutes les contraintes de gestion, ne peut pas construire, etc. Alors que si on classe ces arbres, c'est parce qu'ils rendent des services à l'ensemble de la population. Donc, comment on rémunère effectivement ces services pour compenser la perte liée au classement. Donc, il y a un vrai travail à faire sur les aspects juridiques. Et puis, pour que ça se développe, effectivement, il faut aussi avoir de l'incitation. Mais on s'aperçoit que, par exemple, quand on discute avec des entreprises, ce n'est pas forcément de l'aide financière qu'ils recherchent, c'est vraiment du conseil, parce qu'ils ont l'impression de ne pas savoir ce qu'il faut faire. Et donc, il faut travailler beaucoup sur une force de frappe en termes de conseil et d'ingénierie pour faire émerger des projets privés. Donc, il y a toute une série d'axes de travail, à la fois politique, juridique, de communication, pour arriver à cette mobilisation des acteurs privés.
Merci beaucoup, Frédéric. Je vois beaucoup de questions qui sont arrivées sur le module questions-réponses, enfin en attente de réponse. Je vous propose, comme il nous reste 10 minutes pour cette pour cette deuxième table ronde, de plutôt aller les chercher en fait du côté des participants et puis d'enrichir après par des questions mutuelles si vous le pouvez. Alors Mathilde, est-ce que tu Oui, peux nous faire part de quelques questions? j'ai fait des regroupements thématiques entre les nombreuses questions qu'on a reçues. Il y en a une qui revient plusieurs fois, c'est de la disponibilité de ces végétaux nécessaires une fois qu'on aura identifié ceux qui sont les plus appropriés à planter. Quels sont les liens qui sont faits avec les pépinières pour la constitution et la disponibilité des palettes végétales? Et avec aussi une question à l'autre bout de la chaîne horticole de comment mobiliser les jardineries aussi, là où les particuliers achètent des arbres et arbustes. Est-ce que c'est... Vous avez une réponse ou... Moi, je n'ai pas vraiment de réponse sur... mais enfin, oui, il faut arriver à un moment à mobiliser les pépiniéristes. Moi, en tant que chercheur, je ne sais pas trop comment. Par contre, le constat, je l'ai déjà eu. Rien que pour des essais d'espèces complètement expérimentaux, donc on n'avait pas besoin de beaucoup d'individus, on s'est confronté au problème de l'approvisionnement. Donc, dès qu'on va vouloir aller en plus sur du nombre, on a sans doute un sérieux problème d'approvisionnement à venir. Alors, moi, je pense effectivement qu'il faut que la filière, toute la filière paysage soit mobilisée autour de ces questions et qu'il y ait davantage de dialogue. Il y en a déjà beaucoup entre les pépiniéristes et les collectivités. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Il faut que les collectivités comme la ville de Paris ou la métropole de Lyon qui veulent s'engager dans ces sujets peut-être aient le courage de se lancer dans des contrats de culture avec les pépiniéristes sur des essences objectives. C'est des choses qu'on a déjà fait par le passé, des essences qu'on ne trouvait pas. On a fait des contrats de culture avec des pépinières pour pouvoir les avoir à disposition. Donc, c'est une manière aussi de partager effectivement le risque avec le pépiniériste. Et puis, je pense qu'on ne l'a peut-être pas dit, mais dans les réflexions sur la forme des plantations urbaines, je pense qu'on va planter peut-être beaucoup plus petit qu'on plantait avant, plus diversifié, c'est-à-dire que la diversification, ce sera qu'on ira de jeunes plants forestiers vers des jeunes tiges. On va peut-être abandonner un petit peu les gros sujets pour aller vers des sujets un peu plus petits. Et du coup, on aura peut-être des cycles de production qui seront plus courts et des arbres qui seront sans doute plus résilients, notamment dans le développement de leur système racinaire, qu'avec des gros sujets. Donc, il y a un vrai sujet, effectivement, sur comment on passe de l'expérimentation sur l'adaptation des espèces à la mise à disposition, notamment pour le grand public, de ces espèces. Oui, bah, en complément, effectivement, la filière horticole pépiniériste se met en place aujourd'hui progressivement. Hein. C'est vrai qu'on l'a vu déjà depuis plus de 10-15 ans se mettre en place concernant les espèces herbacées. Enfin, même en pépinière, maintenant, on arrive à trouver potentiellement des espèces dites régionales. Alors après, il faut voir l'origine génétique. Et effectivement, ce que Frédéric Ségur vient de dire, c'est qu'on plante quand même de plus en plus petit. Et je pense aux forêts urbaines, là, dont on voit les approvisionnements sont quand même… bon, voilà, ça permet d'avoir des productions sur des arbres, des ligneux qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, donc d'avoir peut-être une disponibilité beaucoup plus rapide. Et surtout aussi, je le vois dans le chat, c'est que la filière se met en place et puis il commence à y avoir des labels aussi. On voit que Végétal Local, le label Végétal Local se met aussi petit à petit. Alors après, c'est quelques espèces. Et puis on voit, bon, c'est quelques espèces en plus par région, par biome géographique qui se mettent en place. Donc on voit que tout ça, ça se met en place progressivement. Mais ça, on va dire que pour l'instant, la disponibilité, on commence à la voir, quoi. Donc voilà, en tout cas, c'est juste un complément de ce qu'a dit Frédéric Ségur. Mathilde, d'autres questions? Oui, tout à fait, plein. Il y avait une question qui est revenue beaucoup. Donc, effectivement, ce sujet des micro-forêts fait beaucoup réagir. Et du coup, il demandait si vous aviez connaissance les uns ou les autres d'autres techniques de reboisement des villes, par exemple autour d'écosystèmes forestiers arbustifs, qui seraient peut-être plus adaptés au milieu urbain, et notamment de micro-bosquets qui feraient 4 à 9 mètres carrés, composés d'à peu près 16 très jeunes plants, nous explique quelqu'un dans le chat, et que c'était quelque chose qui était envisagé dans le Loiret.
Et donc, la question, c'est est-ce que c'est envisagé à Paris, à Lyon ou ailleurs aussi des alternatives finalement aux microforêts? Et il y a même quelqu'un dans le chat qui parlait éventuellement du transfert de graines pour restaurer certaines prairies avec des transferts de sol, des banques de graines. Mais ce qui pose la question suivante sur les espèces envahissantes que je vous poserai après. Oui, mais pour continuer par rapport à ce que je viens de dire avant, c'est que nous, Ville de Paris, on a le centre horticole et Mathilde Renard aurait pu mieux en parler que moi, c'est qu'on produit des graines, on produit aussi tout ce qu'il faut pour reboiser, revégétaliser avec des espèces régionales tous ces bosquets. C'est que nous, les forêts Miyawaki, c'est une technique, mais qui doit de toute façon s'adapter en fonction des régions, notamment des régions françaises. Donc, il n'y a pas pour l'instant, enfin voilà, on reboise, on a refait, nous, sur les talus du périphérique, à certains endroits, on boise avec des espèces qui nous sont propres à nous, qui sont des espèces régionales. Que l'on reboise aussi en plantant à côté avec des espèces herbacées ou des arbustes. Donc tout ça, on est dans la technique, on va dire, classique de reboiser, de revégétaliser des espaces pour la biodiversité. C'est ça qui est nouveau dans la question. Hein. C'est qu'on reboise, on revégétalise en prenant en compte la biodiversité. Donc on va dire la technique, elle existe, et c'est simplement les espèces qui sont à mieux étudier et effectivement à faire attention aux espèces exotiques envahissantes, effectivement aussi. Je ne connais pas exactement les méthodes qui sont utilisées, mais je sais qu'à Toulouse, ils ont tenté ils viennent de mettre en place des essais au niveau de l'université de Toulouse pour comparer des méthodologies de plantation, on va dire de micro-forêts, mais avec des densités différentes, peut-être des espèces différentes, je ne suis pas très sûre. Des alternatives dans d'autres choses que j'ai vues. On va commencer à suivre sur Bordeaux un terrain en fait, qui a été racheté par la mairie, qui est une friche qui s'est fait coloniser depuis 30 ans par à peu près tous les arbres qui existent dans la région, dont beaucoup d'invasives. Donc, va se poser la question aussi de leur gestion. Et donc, on va commencer à voir comment, en utilisant ce type de dynamique naturelle, on peut éventuellement l'accompagner pour transformer ça en une zone boisée urbaine. Donc, il y a cette option-là qui va se faire. Sinon, de tête, je ne sais pas s'il y a d'autres experts en France. Alors, moi, je dirais qu'en fait, il faut être opportuniste. On parlait tout à l'heure de la notion de foresterie urbaine qui consiste à dire que tous les espaces de nature, tous les espaces boisés, quelle que soit leur forme, sont intéressants. Donc, il ne faut pas se censurer entre des petits bosquets, des bocteaux, des petits bois, des forêts, des arbres d'alignement. Tout ça, ça participe à ces objectifs à la fois climatiques et liés à la biodiversité. Et je pense que dans cet opportunisme, comme Annabelle le rappelait, il faut aussi savoir laisser faire la nature. Parfois, il y a des zones sur lesquelles il y a des dynamiques naturelles qui ne demandent qu'à se lancer. Et il suffit de mettre une petite protection autour de l'espace et d'attendre, et on aura des bien meilleurs résultats que quand on entend. Et à d'autres endroits, par contre, effectivement, la désimperméabilisation, la désartificialisation demandent des moyens beaucoup plus lourds pour refaire déjà des sols, adapter des espèces à ces milieux, etc. Donc, il n'y a pas une seule solution, et au contraire, il faut rechercher le maximum de solutions techniques envisageables pour répondre à cet enjeu global de végétalisation de la ville. Il y a peut-être aussi une adaptation dans les techniques de plantation sans aller sur des densités de microforêts Miyawaki, sans aller à l'opposé sur des densités classiques de plantation très, très distantes. Il y a peut-être des densités intermédiaires à tester avec des mélanges, moi je dirais, d'arbres déjà un peu plus hauts. Vous disiez on va planter peut-être beaucoup plus de petits. Moi je me demande s'il ne serait pas intéressant de faire du mixte. Parce que la difficulté pour moi aussi de ces densités de plantation multispécifiques Miyawaki, c'est qu'en fait, si vous mettez un chêne à côté de 3 noisetiers, il y a peu de probabilité qu'à 50 cm, vous ayez un chêne dans 10 ans. Vous allez avoir un taillis noisetier vu la vitesse de croissance de ces espèces. Donc, mélanger aussi déjà l'hétérogénéité structurale, donc en mettant des arbres un peu plus grands sur ceux qui poussent moins vite,
à mon avis, il faut réfléchir ça aussi si on veut arriver à obtenir un Euh, système Alors, assez dense et diversifié alors pour la et compréhension, tenable. quand je parlais de petits, je parlais de petits plants et pas de petits arbres, parce qu'effectivement, pour faire de l'ombre, on a besoin de grands arbres. Oui. Mais l'idée, c'était effectivement de planter plus jeune. C'est-à-dire, en ville, on plante souvent des arbres qui vont avoir 10, 12, 14 ans et qui ont parfois des problèmes de reprise. Alors, c'est nécessaire pour limiter les problèmes de vandalisme, pour aussi créer un paysage à court terme. Nous, on a fait ça sur certains espaces où on a mélangé effectivement des gros sujets qui apportent un paysage un petit peu fini rapidement, qu'on a mixé avec des plants forestiers. Et c'est intéressant de voir que 20 ans plus tard, les plants forestiers, ce sont eux qui constituent le paysage et que les gros sujets ont été dépassés par les jeunes sujets, mais pendant les 20 premières années, c'est eux qui constituaient le paysage et qui faisaient effectivement que les gens avaient une valeur positive, une vision positive de l'espace en termes de paysage appropriable. Je vais prendre une question que j'ai vue dans le chat que je voudrais enrichir au sujet de l'impact financier du plan canopé ou d'un plan arbre, à la fois en termes d'investissement et de fonctionnement, et puis de savoir si justement il y a des expériences étrangères qui peuvent nourrir la réflexion sur le fait de considérer qu'il y a un après-plantation aussi. C'est certain que les difficultés dans notre collectivité, c'est que comme on diabolise les dépenses de fonctionnement, sans prendre en compte que les solutions fondées sur la nature permettent de faire des coûts globaux, des économies en termes globaux, mais nécessitent quand même davantage de budget d'entretien. Effectivement, les premières annonces sont faites sur l'investissement, sur des quantitatifs d'arbres, plus que sur des résultats. Et souvent, effectivement, on est obligé de toujours se battre pour les questions liées aux moyens humains et financiers qu'il faudra affecter à ces espaces, même s'il y a des marges de manœuvre, puisque effectivement, si on va jusqu'au bout des logiques de gestion différenciée, des espaces, mais aussi des boisements, on peut aussi avoir des gestions qui soient plus économiques et qui permettent d'amortir cette intensification de la renaturation. Et tu parlais d'exemples étrangers. Moi, j'ai en tête l'exemple de New York. New York a mis en place un projet de plantation d'1 million d'arbres pour rafraîchir la ville. C'est un projet qui a été mené à son terme avec à la fois des plantations financées par le public, mais aussi énormément de plantations privées. Et c'est vrai que tout le focus avait été mis sur la création des investissements. Et le million d'arbres a été planté. Mais une dizaine d'années plus tard, ils se sont aperçus qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient arrêtés à l'acte de planter et que finalement, il y avait des dizaines de milliers d'arbres qui n'avaient pas survécu à cette plantation par manque d'entretien, notamment sur les premières années de reprise. Donc, ce type d'exemple et aujourd'hui, les stratégies de développement de la canopée à l'échelle internationale prennent systématiquement en compte cet enjeu de pérennisation, justement, avec à la fois un suivi, c'est-à-dire un inventaire des choses, et ce suivi s'accompagne effectivement doit s'accompagner de moyens pour intervenir à bon escient pour pérenniser ces plantations. Pour la ville de Paris, est-ce que ça évoque quelque chose en particulier? Enfin, en particulier, non, mais c'est pareil, c'est effectivement, en général, l'investissement ne pose pas de problème. Surtout planter des arbres, tous les investisseurs, que ce soit collectivités ou privés, le font, mais effectivement, c'est la gestion derrière qui doit être mise en place dès le départ. Alors, c'est vrai que nous, c'est un sujet, notamment à la ville en tant que telle, c'est savoir qui va gérer les arbres ou les espaces de biodiversité en tant que tel. Surtout que là, on parle souvent de plus en plus d'arbres et d'espaces végétalisés dans l'espace public, donc ils sortent des espaces verts. Et on essaie de trouver des systèmes pour que, genre le permis de végétaliser ou de trouver des systèmes de financement, on va dire indirect, pour que quand des aménageurs suivent les politiques, on va dire, de végétalisation, ils aient en même temps des politiques de gestion et que ce soit des gestions pour la biodiversité. Parce que c'est ça aussi qui est très important, c'est gérer derrière, c'est faire des aménagements et c'est gérer pour la biodiversité. Donc ça, c'est pareil, on cherche il y a des systèmes, enfin voilà, on a eu tout un travail sur le mécénat, sur
On parle beaucoup des ORE aussi aujourd'hui. Et puis, nous, après, voilà, il y a des choses concernant le permis du végétalisé. Et c'est un sujet, justement, dans le PLU là, qui est assez prégnant sur le sujet. Parce qu'effectivement, investir, ce n'est pas un problème. Gérer, c'est plus un problème. Et surtout sur le long terme, comme l'a dit Frédéric Ségur. Très bien, merci beaucoup. Alors, il est déjà donc 16h35, donc pour ne pas prendre trop de retard, je vous